Ok, je mets dans le coin, très bien. Ok, d'accord. Entre le stress et tout et tout. Alors j'ai commencé par une première diapo, donc l'idée c'était donc faire un petit point sur les TSA et présenter l'institut de l'ISA. On avait des petits messages clés à faire passer, donc je me dis je les fais tout de suite, comme ça si votre attention flotte, au moins c'est déjà ça de prix. Donc l'importance maintenant c'est qu'il y a de plus en plus une grosse hétérogénéité au niveau des tableaux cliniques. Souvent on a dans la tête les représentations de l'autiste qui se balance, qui parle pas, et puis l'autiste Asperger avec des compétences exceptionnel dans certains domaines. Et puis en fait, il y a tous les autres entre qui parfois nous posent souci, on verra pourquoi. C'est aussi une clinique qui évolue beaucoup au cours du temps. Et parfois on se dit, bon cet enfant, il regarde dans les yeux, bon c'est bon, il n'est pas autiste. Mais en fait non, c'est vraiment une clinique qui évolue et on peut passer à côté, d'où l'intérêt de bien faire les interrogatoires, interroger la famille, etc. Ensuite, au niveau de la qualité de vie, elle ne va pas forcément être en lien avec la sévérité du trouble. On verra qu'il y a des autistes en fait qui vont être très sévères, qui ne vont pas parler, qui vont être dans leur monde. Et au final, parfois les parents en fait, s'adaptent dans leur petite routine et puis l'enfant va plus ou moins pas si mal que ça parce que c'est ritualisé. Et puis vous avez ceux qui ont des bonnes capacités, notamment ceux qui ont des QI assez importants, qui ont donc pas mal de compétences et en fait, au vu de tout ça, ils ont vraiment des difficultés d'adaptation, ils sont bourrés d'angoisse, donc en fait leur qualité de vie est quand même pas mal altérée par rapport à ça. Après, c'est l'importance d'un diagnostic précoce, surtout pour une meilleure compréhension de l'entourage et du patient. C'est important de leur expliquer un petit peu comment il fonctionne pour que ça se passe le mieux possible. Importance de travailler autour de la communication et justement de la mise en place d'outils de communication quand il y a besoin, et ça va diminuer notamment les troubles du comportement. Les familles le disent bien. Et ne pas oublier chez nos patients, et notamment ceux qui sont non-verbaux, tout ce qui est troubles somatiques. Et quand il faut aller chez le médecin, c'est souvent une angoisse pour la famille, de comment ça va se passer, est-ce qu'on va devoir attendre, pas attendre, comment va se comporter l'enfant, etc., etc. Alors, au niveau d'évolution des concepts, c'est vrai qu'en pédopsychiatrie, on n'était pas très riche au début des années 1900. Nos enfants étaient souvent classés dans l'idiotisme et la schizophrénie infantile. Après, il a fallu attendre 1945 où il y a eu les deux concepts, l'autisme de Kanner plus l'autisme typique qu'on connaît, qui ne parle pas, qui est très enfermé. Et parallèlement à ça, le pédiatre viennois Asperger qui a mis en avant le syndrome d'Asperger avec ses autistes qui étaient verbaux. Après, il a fallu attendre les années 1980 où en fait il y a eu un regroupement autour de ce qu'on appelait les troubles envahissants du développement, qui regroupaient donc l'autisme, le syndrome de Rett, l'Asperger, les troubles désintégratifs de l'enfance et les troubles envahissants du développement non spécifiques. Et puis depuis 2015, on met tout dans la grande classe des troubles du spectre de l'autisme, avec donc l'autisme, les TND non spécifiques, le trouble désintégratif et l'Asperger, est sorti le syndrome de Rett. Alors ça pose quand même un petit peu de souci. Après, c'est peut-être que mon avis personnel, je ne sais pas ce que tu en penses Bruno, mais le souci c'est qu'en fait, ça va augmenter le nombre d'enfants diagnostiqués TSA, et puis on va faire rentrer, on va amalgamer autisme et TSA avec des profils qui vont être un peu plus atypiques et qui peuvent avoir des trajectoires développementales aussi un petit peu différentes, notamment à l'adolescence et à l'âge adulte. Et donc il faut être vigilant et donc prévenir les familles. Bon. Alors, le trouble du spectre de l'autisme, je faisais juste un petit rappel. Ça, dans le DSM-5, ça rentre dans la grande case des troubles du neurodéveloppement, avec la possibilité d'avoir des comorbidités. C'est vrai qu'autrefois, par exemple, moi, on m'avait dit s'il est autiste, il n'est pas TDAH. Maintenant, on peut être TSA et TDAH et avoir des troubles du langage et des troubles de la coordination. Donc les choses bougent. Donc dans les troubles du neurodéveloppement, juste on reprend les grandes lignes. Il y a donc le TSA, le TDAH, la déficience intellectuelle, les troubles de la communication, c'est un peu les anciennes dysphasies,
avec la réceptive et celle sur le plus le versant expressif. Les troubles spécifiques des apprentissages avec les anciennes dyscalculie, dysorthographie et dyslexie. Et les troubles moteurs qui regroupent notamment les tics, le Gilles de la Tourette et les TDC, donc troubles du développement de la coordination, c'est les anciennes dyspraxies. Yes. Alors, pourquoi je l'ai placé là? C'est que dans les troubles du neurodéveloppement, on a des facteurs de risque communs, donc des facteurs génétiques, donc notamment pour le TSA, si dans la famille, il y a des personnes apparentés TSA ou aussi dans la schizophrénie, on a plus de risques d'avoir des enfants et donc des adultes TSA. Tout le domaine aussi de l'épigénétique et de l'environnement. Et après, il y a tous les facteurs périnataux et postnataux. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ressortent beaucoup avec tout ce qui est prématurité, le stress autour de la naissance et ensuite toute la vulnérabilité socio-économique élevée et psycho-affective avec notamment les violences intrafamiliales. Et on voit que dans notre population, elles sont quand même pas mal à risque. Donc c'est important d'être vigilant et ce dès le départ. Et j'en profite pour placer aussi, maintenant en périnat, ils font aussi les entretiens prénataux pour essayer de repérer les femmes qui peuvent justement être à risque de développer des troubles ou qui sont vulnérables. Et après, elles passent soit dans le réseau périnate du Médipôle, soit le réseau Cordon. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de flécher et avoir une surveillance précoce. Alors, quelques chiffres au niveau des TSA. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 100. Aux États-Unis, ils sont déjà un enfant sur 88. Et on a plus de garçons, donc 4 garçons pour une fille. Mais, alors même si aujourd'hui, c'est pas la période de genrer, etc., on se pose la question si les filles ne sont pas sous-diagnostiquées et se pose la question... Notre diapo. Se pose la question de définir un phénotype autistique féminin avec les filles qui, en fait, elles seraient un petit peu plus passe-partout. Notamment, elles auraient un peu plus envie de communiquer, elles auraient des intérêts spécifiques, socialement plus acceptables. Je vais caricaturer, la petite fille qui est fan de poney, voilà, qui pense qu'au poney, etc. Ça va être des intérêts restreints qui ne choquent personne, versus un petit garçon qui s'intéresse au lacet de chaussures ou à d'autres choses. Ouais, donc maintenant dans les TSA, donc dans les critères, c'est donc des difficultés au niveau de la communication et des interactions sociales, les caractères restreints et répétitifs des comportements et des intérêts. Il faut qu'il y ait des choses qui soient présentes dès l'enfance et que ça impacte le développement et la vie quotidienne. Alors, dans les difficultés de la communication et des interactions sociales, on va avoir, j'ai envie de dire, presque 2 extrêmes. On va avoir des enfants ou des adultes qui vont être beaucoup dans le retrait, ou pour essayer d'accéder à eux, de leur parler, il va falloir par exemple plusieurs consultations ou qu'ils aillent dans un lieu de manière répétitive avant de pouvoir s'ouvrir, etc. Et puis vous avez ceux qui vont être dans une absence qui vont pas du tout être marqués de distance sociale. Ils vont se mettre devant vous, ils vont vous poser des questions, ils vont dire des réflexions selon l'âge qui va paraître inadapté, pourquoi la dame elle est grosse, etc., etc. Voilà, on va avoir, ça va vraiment ça va se jouer au niveau de la qualité relationnelle et pas au niveau de la quantité. Et après, au niveau des comportements restreints et répétitifs, alors il y a 4 grandes catégories. Les comportements, l'intolérance au changement, les intérêts restreints et fixes, l'hypo et l'hyperréactivité. Alors, les comportements que j'ai mis en jaune, c'est ceux qui vont être les plus spécifiques dans le TSA.
parce que l'intolérance au changement, on peut l'avoir dans d'autres troubles, ainsi que l'hypo et l'hyperréactivité sensorielle, notamment dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, notamment dans le TDAH. On va avoir des enfants qui vont être très sensibles aux étiquettes, au type, voilà, au type de vêtements, au bruit, etc. Donc c'est pas un marqueur spécifique dans l'autisme. Ouais, c'est bon. Juste dans les comportements répétitifs, donc les patients TSA ont régulièrement des stéréotypies. Ça va être des choses qui peuvent être... on a l'impression qu'ils ne sont pas bien, qu'ils sont stressés, donc ils vont le faire dans les périodes où il faut être stressé, mais ils vont aussi pouvoir le faire dans les périodes où ils sont contents. Et donc c'est important de pouvoir accepter qu'ils puissent le faire. Alors je dis ça parce que ça pose pas mal de soucis dans le regard de l'autre. C'est pas socialement très acceptable. Et on a quand même pas mal de jeunes. C'est vrai qu'à l'ISA, on accueille des jeunes adultes qu'on essaye d'insérer dans la vie active. Et ça, en fait, ça choque. Ou on pense à un jeune, voilà, où ses collègues de travail lui demandaient ça va, tu vas bien, tu vas bien. Oui, il allait bien, hein, mais voilà, c'était plus angoissant pour l'autre. Donc juste pour dire que ça peut être aussi quelque chose de plaisir. Alors une fois qu'on a identifié ces grands signes cliniques, ça va être important d'affiner le profil avec ce qu'on appelle 4 spécificateurs. Donc le langage, je reviendrai dessus dans la diapo suivante. Ça va être important d'essayer d'évaluer au niveau de l'intelligence, enfin du niveau cognitif de l'enfant. Alors, quand les enfants n'ont pas de langage ou sont petits, on utilise le PEP. C'est une passation en fait avec différentes petites activités pour essayer de voir où ils en sont dans la logique, dans les encastrements, pour essayer de nous donner un âge développemental un petit peu de l'enfant. Et ça va être important parce que par exemple, on ne va pas poser de diagnostic si l'âge développemental n'est pas au moins de 18 mois. Et justement, et ça va être important. Pourquoi ? Parce que ça va nous faire aussi le diagnostic différentiel dans la déficience intellectuelle. On va avoir des enfants qui peuvent être autistes avec une déficience intellectuelle, mais on peut aussi avoir des enfants qui vont être déficients intellectuels avec quelques traits autistiques. Et c'est pas toujours évident, et notamment quand ils sont petits, de faire la part des choses. Et c'est souvent aussi l'évolution clinique qui nous dira un petit peu dans quelle catégorie principale on est. Donc nous, à l'ISA, on est souvent confrontés à ça, et donc c'est pour ça qu'on refait aussi les réévaluations, des évaluations pour voir où est-ce que l'enfant en est, et de voir qu'est-ce qui est le plus, comment je dirais-je, le plus pertinent dans les accompagnements, notamment s'il n'y a pas forcément, ce serait pas intéressant qu'il y ait une bascule sur l'IME. Pourquoi ? Parce que dans les enfants déficients, ils vont quand même plus rapidement s'ouvrir à l'autre. Et en fait, à l'ISA, notamment dans les enfants qu'on va accueillir à l'ETEPS, comme ils vont être plus enfermés, les enfants déficients qui ont envie de s'ouvrir aux autres, ils ne vont pas avoir de réponse des autres copains. Donc, ils ne vont pas pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Après, ça va être important de voir s'il y a des comorbidités, notamment avec le TDAH ou d'autres choses. La sévérité, alors c'est pas terrible ce truc de sévérité, mais c'est 1, 2 ou 3. Donc 1, c'est pas très sévère, 2, sévère, 3, très très sévère. Mais comme je vous disais, ça va pas forcément impacter aussi sur la qualité de vie. Et juste par exemple, pour faire un petit parallèle avec ce qui s'est passé dans les émeutes, dans le retour des familles, en fait, on a eu des enfants qui étaient très enfermés dans leur bulle, donc on va dire vraiment très autistiques. Ils ont assez bien vécu les émeutes et les parents disaient on aurait aimé être comme lui parce qu'il était dans sa bulle et ça l'a pas perturbé. Versus des enfants qui avaient du langage émergent, qui commençaient à s'intéresser, on va dire, à leur environnement et à tout ce qui s'est passé, les bruits, etc., etc. Ça a été très compliqué et très angoissant. Alors, je fais un petit focus sur le langage, parce que je trouve que c'est vraiment primordial. Donc, dans le TSA, on va avoir de tout. On va avoir des enfants et des adultes qui n'ont pas de langage, à certains qui vont avoir un langage très perfectionné, limite à un langage très, très soutenu. Dans le développement du langage, on va avoir des enfants qui vont, on va dire, pas le développer. Et puis on va en avoir il va y avoir des enfants qui vont commencer à développer certains mots et puis il va y avoir une perte des acquisitions avec parfois une reprise et parfois pas. Et d'autres qui vont avoir une trajectoire un petit peu plus standard mais avec des particularités.
On va avoir notamment des écholalies, les écholalies immédiates, qui vont répéter bonjour, tu veux du chocolat? Chocolat. Bonjour. Enfin voilà, qui répètent le dernier mot. Ou les écholalies différées, ils vont souvent reprendre des phrases qu'ils ont entendues, notamment dans les dessins animés, et puis ils sont en boucle dessus. Après, on va avoir des enfants qui vont quand même bien rentrer dans le langage, qui vont faire des phrases, et les petites choses qui vont pouvoir nous alerter, ça va être notamment une acquisition tardive du jeu. Par exemple, on va avoir des enfants qui, c'est vraiment par l'âge de 6-7 ans, qui vont dire je, qui vont dire moi quand ils vont parler d'eux. Alors que normalement c'est vers 3-4 ans, donc on a des enfants qui vont avoir du mal sur quelques mois, qui vont se tromper, mais eux ça va persister un peu plus longtemps. On va avoir aussi beaucoup d'inversions pronominales, notamment féminin, masculin, singulier, pluriel. Donc ça c'est des petites choses qui peuvent aussi nous alerter. On va avoir aussi, pareil, sur ceux qui ont un langage bien développé, ils vont pouvoir avoir des difficultés dans l'accès au second degré. Et donc ça va causer des situations un petit peu cocasses, et notamment à l'adolescence. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de noter un autre truc, c'est qu'aussi ils ont souvent des particularités dans leur voix. Certains, ils ont une voix un peu chuchotée, d'autres, on a l'impression qu'ils ont des trucs dans la bouche. Ils peuvent avoir une prosodie un petit peu particulière, soit très lente, soit très rapide, qui fait qu'on est obligé un petit peu de tendre l'oreille pour essayer de bien comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Et le langage, c'est vraiment le point clé pour la communication. Donc c'est important, quand le langage n'est pas bien fonctionnel, de pouvoir mettre en place une communication alternative augmentée. Donc souvent c'est avec des images ou des pictos. Alors moi je fais, pardon pour les orthophonistes ou ceux qui sont spécialisés dans ce domaine-là, voilà, je ne fais pas la distinction, picto, image, en tout cas c'est le fait d'utiliser un support pour pouvoir communiquer. Et on voit vraiment les familles, quand ils arrivent à l'utiliser, soit l'enfant pour se faire comprendre, soit la famille pour expliquer quelque chose, ça les soulage grandement. Notamment, ça diminue quand même pas mal les crises, parce qu'ils arrivent enfin à se faire comprendre. Donc il y a soit l'enfant, quand il veut quelque chose, il donne son picto pour se faire comprendre. Et il y a aussi tous les petits séquentiels visuels. Là, par exemple, je vous ai mis un petit séquentiel d'une journée d'un enfant à Lisa. Donc le pictodio, c'est le regroupement. Ensuite, tout le monde va aller faire pipi. Après la roue, je ne sais plus, je crois qu'ils font les émotions ou le temps qu'il fait. Après, c'est chez Tati, on va voir l'infirmière, voilà, le temps de jeu, etc., etc. Donc ils savent où ils en sont. Et maintenant, avec ces petits trucs-là, c'est que hop, dès qu'ils ont fini le temps de regroupement, hop, ils viennent, ils ferment leur petit clapet et on passe à la suite, ils ont le déroulé. Donc c'est vraiment important, les plannings visuels. Pareil à la maison, ils vont avoir, les parents, ils vont présenter par exemple l'ambulance et puis l'école, ou l'ambulance et après Lisa, pour prévenir l'enfant où est-ce qu'il va aller. Voilà, je me dépêche. Juste, je voulais faire la petite anecdote. Dans ceux qui ont des langages, qui ont quand même des bons langages, dans les petites situations cocasses qui peuvent arriver, il faut toujours s'assurer quand ils disent le mot, quelle est pour eux la signification. Et par exemple, on a une maman, donc son fils il a 13 ans, et elle lui dit aujourd'hui je vais te couper les ongles des pieds. Rien d'extraordinaire, et lui il pète un câble. Et donc impossible de lui couper les ongles des pieds. Donc la maman, elle fait ça la nuit, à 23h. Chaque nuit, elle fait un ongle. Voilà. Donc elle était épuisée, elle n'en pouvait plus. Et en fait, après, je ne sais plus comment elle a fait le lien. En fait, elle lui coupait le pied. Donc après, elle lui a dit, aujourd'hui, on va faire la beauté des pieds. Donc depuis qu'elle lui dit, on va faire la beauté des pieds, il se laisse faire. Donc en fait, vraiment, à chaque fois, c'est vraiment de voir qu'est-ce que lui, il va mettre derrière. Et l'autre petit exemple que j'avais, où j'ai bien rigolé en consultation, c'est un jeune qui est en 5e, qui a un très bon niveau intellectuel, il a un QI verbal à 130, donc voilà, ça percute bien. Et avec lui, il a une particularité, donc c'est surtout les difficultés sociales qui persistent. Et donc j'ai un petit jeu qui s'appelle le Feelings, avec des petites situations, mises en situation, etc. Et il tire la carte, et c'était
c'est ta grande sœur présente son petit copain. Et après, c'est quelle émotion ça suscite. Et là, il me dit, alors petit copain, c'est l'amoureux ou il est petit en taille? Vous voyez, il a, bon, en tout cas, il a au moins le réflexe de se dire, bon, il y a un double sens. Donc voilà, mais pour lui, c'est pas quelque chose de spontané. Et il y avait une autre petite carte où c'est, tu te retrouves à une soirée et tes parents sont fortement alcoolisés. Ok, donc je ne sais plus comment on dévie, puis je lui dis, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la faute à qui? Je ne sais plus comment je lui dis, puis il me dit, bah, c'est la faute au raisin. Voilà, donc c'est intéressant de voir les liens qu'il peut faire. Bon, il faut que je me dépêche. Dans les autres particularités de fonctionnement qu'on va avoir, ça va être des personnes qui vont s'intéresser aux détails. Par exemple, je sais pas, vous avez un super beau tapis et puis lui il va avoir juste la petite tâche, voilà, la petite tâche que vous n'avez pas enlevée et puis le reste, il ne le voit pas. Donc, et c'est pareil aussi pour, par exemple, quand ils vont, je fais un peu l'amalgame, j'associe pour dire plein de trucs, mais ils peuvent avoir aussi des difficultés quand ils vont lire un texte et quand on va lui demander quel est l'élément principal du texte, ils vont avoir des difficultés à sortir les éléments essentiels, ils vont rester sur des choses assez parcellaires. Et donc, il va y avoir des difficultés de généralisation. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des compétences, et puis ils vont avoir du mal à les généraliser selon les espaces. Par exemple, la maîtresse Alisa peut leur faire des choses au niveau, je vous dis n'importe quoi, de la lecture, de l'écriture, et puis en classe, ils ne vont pas vouloir le faire. Parce que Alisa, on fait telle chose, et à l'école, on fait autre chose. Et on a notamment un jeune garçon qui a des grosses difficultés alimentaires. D'ailleurs, là, il est en carence. On a eu vraiment très peur. Il a failli être hospitalisé. Il était anémie plus. Il mange que des frites ou des gâteaux au chocolat. Et en fait, il mange que des frites d'une certaine chaîne dont je ne citerai pas le nom. Et en fait, quand il arrive à Lisa, il jette ses frites. Et nous, si on lui présente les mêmes frites à Lisa, il ne les mangera pas. Et Alisa, elle mange que du pain. Voilà, donc dans chaque espace, il cloisonne. Voilà. Une autre particularité qui n'est pas spécifique parce qu'on le retrouve dans d'autres troubles, c'est la théorie de l'esprit. Le fait d'imputer une croyance à une autre personne. Bon, je vais passer vite fait parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Alors, au niveau du diagnostic, ça reste un diagnostic clinique avec l'importance de faire une grosse anamnèse, d'éliminer aussi des troubles auditifs et ophtalmos qui pourraient créer des attitudes qui pourraient nous faire penser à l'autisme. On a quand même des outils standardisés pour justement essayer de récolter un maximum d'infos. Donc vous avez l'ADI qui est un gros questionnaire qu'on fait avec les parents où on reprend tout le déroulement de l'enfance jusqu'à l'âge où on voit l'enfant ou même l'adulte. Et vous avez la DOS qui est une échelle plus d'observation du jeune. Voilà, où on fait passer différentes activités et en fait l'important c'est qu'on va coter plus au niveau de son comportement relationnel qu'il va avoir avec nous. Et après c'est important de compléter les bilans au niveau orthophonique, psychomote, profil sensoriel pour avoir une bonne idée, on va dire, de sa clinique. Et aussi on passe en pédiatrie, n'est-ce pas? Voilà, pour voir s'il n'y a pas d'autres troubles associés. Alors, là, je voulais passer un petit peu de temps, si j'ai le temps. C'est les signes d'alerte. En fait, il faut rester vigilant à tous les âges, notamment au vu de ce que je vous disais avec ce profil qui évolue au fil du temps. Le premier signe d'inquiétude, c'est déjà quand les parents s'inquiètent. C'est important d'essayer de creuser avec eux parce qu'ils connaissent bien leur enfant ou leur bébé. Au niveau des bébés, ça va commencer très précocement avec, souvent on peut avoir des problèmes de tonus, des bébés trop sages, des bébés qui ne sourient pas, qui regardent peu, qui ne demandent pas beaucoup, qui demandent pas. Donc là aussi, il faut rester en alerte. Quand on nous dit bébé trop sage, en général, on n'aime pas trop. Ensuite, au niveau des petits, ça va être l'entrée dans le langage ou les difficultés de langage. Ceux qui vont pas trop apprécier d'être avec les copains, qui vont plutôt un peu se mettre de côté. Ceux qui vont détourner les jouets de leur fonction. Donc on va avoir notamment le truc typique, c'est le petit garçon qui prend la voiture, au lieu de la faire rouler, hop, il regarde les roues. Un autre truc que je n'ai pas dit, c'est au niveau du regard. Ils vont souvent aussi avoir un regard sur le côté.
vont regarder pas mal les objets comme ça. Et puis ils vont passer du temps à les observer sur le côté. Au niveau des âges, au niveau de la scolarité, alors on peut avoir des enfants, comme ils ont été compétents, ils ont pu s'adapter. Et que petit à petit, il y a des choses sur lesquelles c'est plus difficile pour eux, et c'est là où les troubles vont plus être mis en évidence, et notamment pour l'enfant qui est plutôt cognitivement bien équipé, qui est rentré dans le langage, les difficultés peuvent plus arriver à l'âge scolaire lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Soit parce qu'ils vont avoir des difficultés à y rentrer, soit parce qu'ils vont avoir du mal à accéder au sens, et aussi parce que ça va poser aussi des soucis de relations avec les copains, etc. etc. Après, un autre point important, c'est à l'adolescence et à l'âge adulte. Pareil, on peut avoir des jeunes qui sont passés à travers les mailles du filet. Et ça va plus se jouer au niveau du collège. Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, on joue au loup, on joue au ballon. Donc en fait, ils ont souvent, ça va être des jeunes qui ont observé avant, ils ont pu s'intégrer parce qu'ils ont compris le jeu. Et qu'au collège, on va être plus là à commencer à être dans le langage, à discuter, raconter les trucs sur les émotions, les copains, les copines. Et là, ils vont se sentir plus en difficulté. Et donc, on va pouvoir avoir des dépressions, un isolement. Aussi, on peut avoir des sentiments de harcèlement, notamment parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre ce qu'on leur dit ou qu'ils vont se sentir un petit peu persécutés parce qu'ils ont mal compris ce qu'on a pu leur transmettre. Une autre difficulté qu'on rencontre aussi dans des jeunes grands qu'on a chez nous, ça va être des difficultés pour choisir et de s'intégrer à un emploi. Pourquoi? Pareil, la trajectoire de l'école, finalement, je ne dis pas que c'est ritualisé, mais on passe d'une année à une autre année, on a un emploi du temps, on sait ce qu'on doit faire, on nous donne les exercices, etc. etc. Quand vous rentrez dans le monde du travail, souvent il y a plus d'autonomie, il faut... qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, il y a plus d'imprévus, il y a plus de choses à gérer dans le relationnel, et ça va leur poser souci. Donc on va avoir des jeunes qui ont suivi un cursus, on s'est dit nickel, hop, il a eu son bac, etc. Et puis en fait, l'entrée dans le monde du travail va être difficile. Dans les penses-bêtes, je suis désolée, on a fini un peu à l'arrache, comme on avait 3 semaines d'avance. Donc j'ai mis des trucs c'est vrai que pour les 16-30 mois, vous avez un questionnaire que vous pouvez faire avec les parents qui va vous prendre 10 minutes. C'est le M-Chat. Voilà, dans les petits trucs à penser. Excuse-moi. Alors, j'ai tout remis les signes d'alerte. Je sais pas, je vais pas reprendre parce qu'on n'aura pas le temps. Mais si le PowerPoint défile comme ça, je me suis dit que vous l'aurez, ils sont mieux expliqués. Vas-y, Ouais, on défile. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc dans les diagnostics différentiels à penser, notamment la surdité ou autres troubles sensoriels, des dépressions, les carences relationnelles précoces, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un enfant qui va quand même vite évoluer positivement quand il va être sorti d'un milieu qui dysfonctionne. Les déficiences intellectuelles, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, les troubles du langage oral, notamment ceux qui vont avoir un trouble du langage oral au niveau de la réception, de la compréhension. Ça va créer des troubles au niveau social et adaptatif. Le TDAH, alors c'est vrai que chez les petits, et notamment chez les petits qui ont un bon niveau intellectuel et qui ont le langage, ils vont souvent aussi se présenter avec une certaine agitation. On va avoir des difficultés au niveau de la relation sociale, non pas parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe ou ce qu'on doit faire, mais c'est qu'ils vont être dans une telle impulsivité qu'ils vont... ils vont donner un coup, ils vont pas penser à ce qu'ils font, ils vont pas penser aux conséquences. Donc ça va être plus en lien avec leur impulsivité que ça va créer des difficultés sociales plutôt que des difficultés de compréhension. Le Gilles de la Tourette, des troubles neuraux et l'anxiété sociale. Alors après, je suis passée sur des petits points qui peuvent, j'espère, vous intéresser. C'est... dans vos consultations, c'est les troubles du sommeil. Donc, chez les enfants TSA, donc il y a 40 à 80% de troubles du sommeil versus 25 à 40% chez les neurotypiques. Ça ne va pas être des troubles du sommeil très spécifiques. Ça va être des difficultés à s'endormir, des réveils dans la nuit et des réveils assez longs, des réveils précoces surtout. Tiens, tu passes à...
la suite. Et ça va être dû à différentes choses. Alors, ah oui, sur la diapo précédente, il y avait le petit schéma avec... ils ont vu qu'il y avait une sécrétion urinaire différente de la mélatonine chez les TSA versus les neurotypiques. Donc, ils se pensent que voilà, neurobiologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Et après, sinon, allez, je vais vous remettre. Ça va aussi pas mal dépendre de la journée et de la nuit qui vont passer au niveau de l'environnement. Alors, par exemple, on va avoir des jeunes... Par exemple, sur certains jeunes qui sont peu scolarisés, ils ont, on va dire, des journées pas très chargées, pas assez chargées. Donc le soir, ils sont pas suffisamment fatigués. Je pense notamment à une dame où elle se plaignait toujours des troubles du sommeil de son fils. Et puis quand elle a pu le mettre au centre aéré, quand il est au centre aéré, il est crevé toute la journée. Et hop, le soir, il fait des bonnes nuits. Après, il y a aussi la question des écrans. Pareil, j'en ai pas beaucoup parlé. Les écrans, ça prend quand même pas mal de place. Notamment dans leurs intérêts restreints, je fais un petit feedback. On va avoir des enfants qui vont être intéressés par certaines séries ou par certains films, et ils vont même regarder certains passages. Donc ils peuvent, sur un film, je sais pas, sur Le Roi Lion, il aime une chanson, il va se passer que 45 secondes de la chanson. Et il est là, hop, avec sa tablette, et il repasse à tel moment, à tel moment, à tel moment. Donc les écrans sont quand même pas mal utilisés, notamment pour, on pense, contourner des problèmes de comportement. Et c'est vrai que la consommation d'écran, notamment le soir, ne va pas aider à l'endormissement. L'autre chose qui conditionne ces troubles du sommeil, c'est justement ce fameux premier endormissement. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est important que l'enfant apprenne à s'endormir seul, à essayer de diminuer le maximum de rituels ou de présence de l'adulte. Pourquoi? Parce que s'il fait même des petits micro-réveils, s'il se réveille dans la nuit, ce premier endormissement va conditionner les suivants. Donc c'est vraiment important de travailler avec les familles sur ce premier endormissement pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, pour que s'ils se réveillent dans la nuit, ils puissent se rendormir. Après, on a accès aux aides médicamenteuses avec la préparation magistrale de mélatonine comme inducteur de sommeil. Donc ça marche plutôt bien et les familles sont plutôt contentes. Donc j'utilise surtout la mélatonine quand c'est une difficulté à l'endormissement et le Slénito quand il y a des réveils fréquents au cours de la nuit. Bon, à savoir que le Slénito est extrêmement cher et il n'est remboursé que chez l'enfant TSA. Je vous le dis parce que j'ai eu un jeune qui avait 19 ans et la maman a dû régler la facture. Voilà. Autre point important et très fréquent, les difficultés alimentaires chez l'enfant. Alors le repas, c'est souvent une source de stress et pour les enfants et pour les parents. Pourquoi? Le repas, c'est censé normalement être un moment convivial, de discussion, on rigole, donc tout ce qui est compliqué aussi chez les enfants autistes. C'est plurisensoriel. On fait du bruit parce qu'on discute, il y a des odeurs, etc. Et ceux qui ont des difficultés sensorielles, ils vont se sentir pas très à l'aise. On va avoir d'autres difficultés. Ils vont avoir aussi des difficultés praxiques au niveau buccal pour certains pour manger. Donc ils vont avoir du mal à mastiquer, à mâcher, à avaler. Donc on doit aussi faire attention à ce qu'on va leur donner. Certains vont avoir des problèmes de satiété. Et d'autres, et notamment dans les grands et qui ont le langage, ils vont avoir aussi des difficultés de représentation de l'aliment. Je ne sais pas si c'est le bon mot que je voulais dire. Je vous explique, par exemple, j'avais un jeune, il mangeait plein de choses, il ne voulait pas manger de carottes. Je dis, pourquoi tu ne veux pas manger de carottes? Il me dit, c'est les lapins qui mangent les carottes. Il me dit, je ne suis pas un lapin, donc je ne mange pas de carottes. Voilà, c'est vraiment encore là dans leur niveau de représentation. Et je trouvais intéressant le petit graphique. Pareil, c'est pas spécifique au TSA, c'est spécifique on va dire à tout le monde, et notamment aux enfants qui ont les troubles sensoriels. Pour pouvoir manger un aliment, il faut déjà le tolérer visuellement. Il faut pouvoir interagir avec, le toucher, pouvoir le sentir et enfin le goûter et le manger. Donc ceux qui ont des troubles, ça prend du temps. Donc le forcing, ça ne marche pas. Alors après, un autre point important, le transit. Donc ça prend de la place. Aujourd'hui, j'étais en VAD, ça a pris de la place, le problème de transit. Alors, ils ont beaucoup de problèmes de transit à cause de l'alimentation qui n'est pas toujours équilibrée.
Pour certains, ils ont peur d'aller aux toilettes. Ils ont des difficultés à se positionner. Il y en a qui défèquent debout. D'autres, là, ce matin, c'était ils lèvent la jambe. Donc, ce n'est pas des positions qui vont aider, on va dire, à ce que ça se passe bien. On va en avoir d'autres qui vont avoir des ralentissements dus au traitement. Alors ceux qui sont sous neuroleptiques, on n'en a pas beaucoup, mais ça y participe. Après, il y a des études qui montrent qu'ils ont des microbiotes différents, qui causent aussi des difficultés au niveau de leur transit. Et il y a un trouble aussi, alors je suis désolée, hein, musculature anale. En fait, il y a des troubles aussi décrits au niveau du périssaltisme anal, qui fait que ça crée des soucis. Alors, pourquoi je m'arrête quand même sur cette diapo? Parce qu'en fait, mine de rien, les problèmes de transit créent beaucoup de problèmes de comportement chez les enfants. Et on a eu par exemple des enfants qui se sont retrouvés aux urgences pour des grosses crises classiques sur fécalome. Donc voilà, donc c'est quand même important de le surveiller et d'y faire attention. C'est good. Alors, au niveau des problèmes de comportement, alors ils ont des problèmes de comportement plus ou moins fréquents, mais ils ont souvent une fonction. Le jeune qui pète un câble comme ça, en général, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on utilise des grilles d'analyse comportementale pour arriver à trouver le facteur déclenchant. Et donc souvent, les problèmes de comportement vont être des difficultés de gestion et de compréhension des émotions, notamment pour ceux qui sont peu équipés au niveau du langage. Donc justement avec des problèmes de communication et de compréhension. Beaucoup de problèmes somatiques. On avait un jeune, on se dit, putain, ça fait 10 jours là, qui pète des crises, qui tape, etc. Et dans les grilles d'analyse, on se dit, en fait, ça arrive au moment du repas et au moment du brossage des dents. Ah, en fait, il avait une carie. Donc hop, voilà. Mais 10 jours à se dire, ah zut, voilà, il pète des plombs, ça va pas. Voilà, les problèmes de transit, des corps étrangers, parce que pour certains, ils sont toujours en train de se trifouiller, se mettre des trucs dans le nez, dans les oreilles, et la douleur. On va avoir des troubles du comportement quand leurs routines sont perturbées. Donc c'est bien les programmes, parce que ça les rassure, mais parfois, quand le programme ne se fait pas, c'est compliqué. Il y a des problèmes aussi quand ils attendent trop longtemps. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des stratégies. Donc là, vous avez notamment le tie timer qui marche plutôt pas mal pour que visuellement, ils se rendent compte un petit peu de la notion du temps. Et après, vous avez, comme je disais tout à l'heure, aussi les petits plannings visuels. Tu vas rentrer à la maison après, etc., etc., pour essayer de leur faire comprendre le déroulé de leur journée, de ce qui va se passer après. Alors, au niveau des prises en charge, il faut que ce soit pluridisciplinaire. Je pense que vous avez compris qu'il y a des tableaux tellement hétérogènes que c'est difficile d'avoir une même action. C'est important que ce soit en concertation avec les parents, il faut que ça fasse sens avec les parents. Et notamment, on se rend compte que, notamment pour tout ce qui est mise en place de la communication alternative, souvent les parents ils nous disent non mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, à la maison, il se sert. Il sait, etc. Sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'après, quand on veut travailler autrement, ou quand ils grandissent et qu'ils veulent vraiment quelque chose et qu'ils ont l'habitude de se servir et que là, on va leur dire non, ils vont avoir des gros soucis de comportement. Donc, c'est important qu'ils comprennent que tout n'est pas... faut pas que ce soit tout à disposition à la maison, qu'on fasse immerger une demande, qu'il y a un cadre. Et ça se travaille petit à petit. Alors j'ai mis quid des différentes querelles de méthodes. Alors voilà, il y a eu plein de choses, les méthodes ABA, Teach, les 3I, etc. Donc on reste quand même dans des méthodes comportementales à prioriser. Après là, dans une formation, ils nous ont parlé d'une méta-analyse. Alors j'avoue que je ne l'ai pas lu encore, c'est sur ma to-do list, qui mettrait en avant qu'il n'y en a pas finalement une plus que l'autre. Et que les jeunes évoluent quand même et que toutes les méthodes il y a des méthodes où c'est du 25 heures par semaine, être à fond, etc. On se dit il faut aussi que le jeune, la famille respire et aussi un peu du temps pour eux. Je pense que le plus important, c'est l'accompagnement, on disait en début, des parents et de la famille, surtout d'une compréhension de comment leur enfant perçoit les choses, vit les choses pour qu'ils comprennent mieux des stratégies à mettre en place
Et notamment, ça fait écho à, pour le coup, la méthode PACT, qui est vraiment un accompagnement des parents avec l'enfant et un professionnel, qui est filmé très régulière, pour justement leur apprendre à mieux interagir, faire des jeux, comment mettre en place des stratégies quand ils le sentent monter, etc., etc. Et a priori, c'est une méthode où il y a quand même un bénéfice sur du long terme. L'autre chose, voilà, de mettre en place des outils au quotidien, notamment tout ce qui est planning visuel et communication alternative, et ne pas oublier les troubles secondaires comme l'anxiété. Je pense que... Ah oui, et une autre chose... Ah, j'ai oublié... Je pense que je voulais pas la mettre là, celle-ci. Bon, c'est pas grave. Ah oui, un autre truc important, c'est que justement, on travaille beaucoup avec l'habituation, notamment pour les soins. Donc, on a une infirmière, Alisa, et les jeunes passent régulièrement dans son bureau pour travailler sur les petits pictos, les petits... voilà, le stéthoscope, l'otoscope, etc., pour justement les habituer aux visites médicales futures pour que ça se passe mieux. Voilà, je pense que ça va être ma dernière diapo. Et donc justement, pour les visites médicales, moi j'avais une petite demande, si éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment le stress pour les parents. Donc ce serait que... ce qui se passe souvent, c'est que les parents, ils attendent beaucoup dans les salles d'attente et ça les fait monter et après, ça les fait péter. Donc, c'est si jamais vous pouvez les mettre en début de programme pour éviter que l'enfant puisse être dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse se faire examiner. Ne pas hésiter à avoir des outils visuels. Donc, il y a des kits qui existent. Donc, ça, je peux vous en envoyer. Si certains, ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer des photos de vos cabinets et nous, après, on fait les petits pictos pour habituer les enfants. Voilà. Et aussi, je voulais remercier, on travaille beaucoup de concert avec le service de pédiatrie, le service dentaire du Medipôle. En fait, par exemple, les éducatrices, dans leur temps, elles vont faire des petits passages au Medipôle. Donc, au début, elles passent juste en voiture du Medipôle. Après, elles s'arrêtent sur le parking. Après, on fait une sortie, on rentre dans le bâtiment principal. Après, on va prendre l'ascenseur. Après, on va dans le service dentaire. Voilà, ça demande vraiment. Donc, quand on sait qu'on dit dans 2 mois, il y a un bilan pédiatrique, et hop, dans le planning, c'est prévu pour qu'en fait l'enfant soit habitué et évite de péter un câble. Et je voulais aussi en profiter de remercier le docteur Cambloc qui nous a beaucoup aidé pour les électrocardiogrammes des enfants. Donc pareil, comme certains sont sous traitement, en fait on a acheté un électro, l'infirmière les habituait à avoir les électrodes pour pouvoir faire l'électro au lieu que ça gêne tout le monde dans une consultation et que ça se passe pas bien. Donc on le fait à Lisa, après je lui envoie ou je lui dépose et on s'organisait comme ça. Et aussi le docteur Langin qui nous a prêté aussi du matériel pour les enregistrements sommeil. Donc c'est pareil, pour un jeune, on a mis 6 mois à lui faire accepter l'appareillage, mais au moins on a vu, il a fallu après l'opérer en urgence, donc c'était pas anodin de faire tout ça, mais en fait, ça nous a permis d'avancer et pas mettre les familles en difficulté ou les professionnels à prêter du matériel alors que ça allait pas bien se passer. Voilà, et je crois que j'ai enfin fini. Ah oui, source, ouais, voilà. Ah oui, et j'ai mis juste un petit dernier truc, je sais pas si on a le temps. Non, on n'a pas trop le temps. Si vous avez l'occasion, sur Netflix, il y a une série. Il y a une série docu d'Australie qui s'appelle Une histoire d'amour et d'autisme. C'est que des autistes de haut niveau qui font notamment des speed dating pour essayer de rencontrer l'amour, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment super parce qu'en fait, ils expliquent vraiment bien comment ils fonctionnent, ce qu'ils ressentent. Et je pense que ça vaut le coup de regarder au moins un épisode. Je trouve que c'est assez démonstratif, notamment des hauts niveaux. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci à Mélanie et à vous tous de nous avoir invités ce soir
pour présenter l'Institut. Donc, je me présente déjà, donc Virginie Dubourg. Je suis de formation initiale éducatrice spécialisée. J'ai eu la chance en 2012 de pouvoir faire les études de cadre en métropole avant l'ouverture de l'Institut spécialisé autisme et donc de visiter et d'aller en stage dans plusieurs IME en métropole qui accueillent des enfants TSA. Donc, une petite histoire rapide de Lisa. Donc, au départ, ce sont des parents qui se sont mobilisés. Il y avait différentes associations. L'association Moi Je t'aide, l'association Autisme Espoir et Chrysalide, qui ont alerté les autorités publiques en disant voilà, il n'y a rien en Nouvelle-Calédonie pour accueillir nos enfants. La DEPAS s'est saisie du projet et a réuni un ensemble d'acteurs. Et il y a un projet qui est passé au comité d'organisation sanitaire et sociale. À l'époque, on a eu la chance d'avoir le maire de la commune du Mont-d'Or, monsieur Éric Gay, qui s'est saisi du projet et qui a dit écoutez, moi je vais mettre à disposition d'une association l'école Les Lucioles, c'était une école maternelle. Cette école a pu être réaménagée, financement 100% par la province sud. En 2013, donc, nous avons créé l'association Autisme Les Lucioles, dont la présidente est Madame Annie Bust. Nous avons également Madame Chenot, Monsieur Carpentier, Monsieur Ériguet, ancien maire de la commune, représentant de la mairie du Mont-d'Or, Monsieur Eddy Lecourieux et Madame Casarero. En 2014, donc en février 2014, nous avons ouvert l'ETEPS, établissement thérapeutique éducatif pédagogique spécialisé, établissement d'accueil de jour. Nous avons ouvert avec 14 enfants. Ces enfants venaient principalement de l'unité à besoins particuliers de l'IME, du Faubourg Blanchot. Juste en face, on avait un terrain en face de l'ETEPS qui nous a été aussi octroyé par la mairie. Nous avons construit le lieu de séjour temporaire et le service d'éducation spéciale de soins à domicile qui ont ouvert en août 2015. Ensuite, en 2023, nous avons ouvert un centre de formation sur l'établissement. En février 2024, nous avons ouvert la première unité d'enseignement maternel autisme sur le groupe scolaire Clavel, que je vais vous présenter après. En novembre 2024, nous ouvrons les ateliers techniques et pré-professionnels, donc pour les jeunes adultes, sur l'accueil de jour. Et nous avons déposé un dossier au COS pour la création d'un SAMSA, qui est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, exclusivement pour des adultes TSA. Donc la place de Lisa dans le paysage médico-social, on va aller très très vite. Tout ce qui concerne la détection, on voit bien que voilà, c'est souvent les familles qui viennent vers nous, les médecins, le pédiatre, le milieu scolaire. De plus en plus, j'ai des appels de crèches. Donc, ils nous contactent en disant, voilà, on a repéré tel ou tel enfant. Donc, nous, on réoriente automatiquement vers les médecins parce qu'on n'est pas un centre ressources autisme. Nous, on accueille l'enfant une fois qu'il est diagnostiqué et orienté et on ne se permet pas du tout d'apporter un éclairage aux professionnels qui nous appellent. Au niveau du diagnostic, donc Mélanie a pu en parler tout à l'heure, effectivement, les médecins, on a les CMP, le DAMS, les pédopsychiatres, les psychiatres du libéral. Et l'important, c'est l'orientation. Comment on est orienté à l'ISA. Donc, c'est pour les enfants, c'est la CEJH, la Commission pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. Là, ça concerne vraiment tous les services qu'on va vous présenter. Un parent ne peut pas venir à l'ISA en disant voilà, est-ce que vous pouvez prendre notre enfant? Il fait automatiquement qu'il passe par ces commissions et pour les adultes, par la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance. Au niveau de la prise en charge du TSA, nous ne sommes pas les seuls en Nouvelle-Calédonie. Il y a effectivement des enfants qui sont uniquement à l'école ou alors qui sont accompagnés par le CMP, qui sont dans les centres de loisirs. Il y a des secteurs associatifs et il y a l'hôpital de jour. Voilà. C'est bon, bien. Donc, je vais vous présenter les 4 services de l'établissement. Donc, on parle de dispositif global et territorial parce qu'effectivement, on peut accompagner, on est habilité pour accompagner des jeunes de la province sud, province nord et province des îles. Alors, sur l'accueil de jour, donc on accompagne à ce jour 45 enfants, adolescents et jeunes adultes. On a un agrément à partir de 3 ans jusqu'à 20 ans. On a des jeunes qui ont
qui ont plus de 20 ans. Donc là, on va être sur un changement d'agrément par rapport à un nouveau projet que je vais vous présenter par la suite. Donc on est bien sur de l'accueil de jour, on accueille des enfants, jeunes adultes et adultes à temps plein ou à temps partagé. Ils peuvent être aussi en CLIS ou à l'hôpital de jour ou à domicile. Tout dépend de l'orientation, du nombre de demi-journées qu'il est orienté chez nous. On parle d'un travail intensif sur les périodes de 7 semaines. Pourquoi? Parce que nous avons des enseignants spécialisés au sein de notre établissement et pendant les périodes de vacances scolaires, là on est plus sur du ludique et du loisir. Donc on change complètement le planning des enfants. Les jeunes sont répartis par tranche d'âge sur 5 unités éducatives. Sur chaque unité éducative, ils sont encadrés par un éducateur spécialisé, un moniteur éducateur et une auxiliaire de vie à temps partiel. En règle générale, ils sont 5, max 6 par jour sur unité. On a une unité ressources. L'unité ressources, c'est vraiment une unité expérimentale qui existe depuis 4-5 ans. Où on a une éducatrice spécialisée et 2 auxiliaires de vie qui accompagnent les enfants en individuel, soit sur les unités éducatives, ou sortent les enfants des unités éducatives pour faire un travail intensif et structuré. On a une unité technique et pré-professionnelle qui existe déjà, mais qui va évoluer très prochainement, puisque là on a un bâtiment qui est en finalisation de construction sur notre site. Les activités au sein de l'accueil de jour se font soit sur place, dans la structure, ou à l'extérieur. Puisqu'on a différentes médiations qui se font, ça peut être l'équithérapie, piscine, de la gym. Voilà. On est un établissement qui est très ouvert sur l'extérieur. Le but, c'est pas d'adapter l'enfant à la cour de Lisa. Une équipe pluridisciplinaire, donc comme je vous disais, éducateur spécialisé, psychomotricienne, moniteur éducateur, psychologue, assistante sociale, infirmière. On est 46 salariés sur l'ensemble des sites. Donc le lieu de séjour temporaire, qui peut accompagner des enfants à partir de 3 ans. Donc ça peut choquer. Par expérience, ça fonctionne très très bien. C'est plus compliqué pour les parents que pour l'enfant. Et on voit que c'est là où on travaille justement le fait de ne pas dormir dans le même lit que papa et maman, d'apprendre à se coucher, d'avoir des petits rituels, à se déshabiller tout seul. Donc les premières années, quand le 15, quand on a ouvert, on avait pas mal de petits. Là, les plus jeunes en 6 ans à peu près. On a changé l'agrément de ce service pour pouvoir accueillir aussi des jeunes adultes, parce qu'au niveau du CESAD, on n'a pas de limite d'âge et on a des jeunes adultes. Le plus âgé a 26 ans. Donc là, on accompagne par soirée 5 jeunes. Donc ils arrivent en règle générale sur le service vers 15h30 et le lendemain, ils y partent vers 8h. On est ouvert du lundi au samedi matin. Et à ce jour, on a 45 jeunes qui ont une orientation au lieu de séjour temporaire. En règle générale, ils ont un plan d'accompagnement personnalisé qui leur permet de faire 60 nuits par an. Voilà. Alors, le CESAD. Le CESAD accompagne, alors c'est un service qui a vraiment grossi. On a commencé à 10 suivis, aujourd'hui on en a 30. On pourra en avoir 50. Parce que c'est vraiment un service du milieu ouvert. Donc, service d'éducation spéciale de soins à domicile, 30 enfants, adolescents et adultes. Comme son nom l'indique, on suit les enfants vraiment dans tout leur lieu de vie. Donc, à l'école, à domicile, en centre de loisirs. Ça peut être aussi dans la prospection de l'emploi, puisqu'on a des jeunes adultes. Donc là, l'accompagnement en entreprise, la sensibilisation aux collègues par rapport aux particularités. L'accompagnement des familles et des professionnels dans la prise en charge de la coordination quotidienne. Là, c'est un gros travail des éducateurs spécialisés. C'est vraiment de coordonner tout le projet de l'enfant. Sur l'accueil de jour, on a ce fonctionnement-là, mais qui est moins développé. Parce que là, ils vont vraiment... Il y a des éducateurs qui sont toutes les semaines en classe, qui sont en entreprise, ce qu'on ne peut pas faire sur de l'accueil de jour. Donc, soutien à la scolarisation. Dans cet établissement, on a une équipe pluridisciplinaire, on a une enseignante spécialisée, on a 6 éducatrices spécialisées, une psychologue, une chef de service,
Et on a des professionnels qui émergent, donc comme Mélanie ou l'infirmière, qui peuvent intervenir aussi sur ce service-là. Et l'assistante sociale. L'UMA. Donc l'UMA, c'est un projet pilote qu'on a présenté en 2023 à la DAS. Les UMA existent depuis plusieurs années sur la métropole. En fait, c'est une petite classe d'enfants qui accompagnent des enfants TSA dans une école ordinaire. Donc on a travaillé sur ce projet avec, merci Mélanie, avec tous ses collègues qui nous ont aidés à orienter et à prouver surtout le besoin en Nouvelle-Calédonie pour ces enfants-là. Donc l'UMA est située au groupe scolaire Clavel, à 5 minutes à pied de l'ISA, donc ce qui facilite les échanges avec les thérapeutes. Et elle accompagne 8 élèves de 3 à 6 ans. Ces élèves-là, sur les 8, il y en a 5 qui ont un accompagnement partagé avec l'accueil de jour. Ils viennent 3 demi-journées en accueil de jour et le reste du temps, ils sont à l'école. Et les autres enfants sont une demi-journée par semaine au CESAD et le reste du temps à l'école. Donc les enfants sont orientés pour 3 ans, avec bien sûr un projet d'inclusion vers la classe ordinaire ou la CLIS après ce parcours. L'obligation du cahier des charges est que les enfants doivent être dans les temps, partager le même temps de récréation que les autres enfants et temps de cantine. En réalité, c'est très compliqué, c'est pas par là qu'on commence. Donc c'est plus des inclusions, on va dire, en classe, en individuel avec un éducateur spécialisé, où là, on va mettre en place des inclusions inversées. Ce sont les enfants des classes ordinaires qui vont pouvoir faire des activités dans l'UMA. On a aussi dans cette petite classe une équipe pluridisciplinaire, éducatrice spécialisée, enseignante spécialisée, monitrice éducatrice et auxiliaire de vie. Voilà. 8 élèves qui sont orientés, il y en a 6 qui sont en classe en même temps. Donc, nos ateliers techniques et pré-professionnels qui sont là, qui sont finalisés au mois de novembre, qui vont accueillir 7 jeunes adultes de 16 ans à 23 ans, à temps plein ou partagé, à savoir que ces adultes sont déjà chez nous, hein. Ils sont déjà à l'ISA. Donc je dis ça parce que on a des gens de... Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de développer les compétences pré-professionnelles au niveau du comportement, l'autonomie, l'initiative, la posture, de développer tout ce qui est compétences techniques. Donc il y aura un atelier entretien des locaux, un atelier bois, espace vert, lingerie, ce qui se fait déjà sur site, mais ce qu'on souhaite vraiment développer et surtout reconnaître avec des grilles techniques et des livrets de compétences qui ont été élaborés par l'enseignante spécialisée et les éducateurs. Juste pour préciser, on a certains jeunes adultes qui vont être dans ces ateliers techniques pré-professionnels. Certains relèveraient de maisons d'accueil spécialisées, mais sont capables quand même de faire certaines choses. Donc, on va retravailler après peut-être sur des réorientations ou sur des diminutions de temps de présence sur l'accueil de jour au profit d'un accompagnement avec du temps d'auxiliaire de vie à domicile. Alors, l'ISA, on parle vraiment d'un accompagnement individualisé, comme le recommande la Haute Autorité de Santé, et c'est une obligation légale. Chaque jeune a un projet personnalisé, a un planning d'activité, et tout ça, c'est basé sur des évaluations pluridisciplinaires. Comment s'élabore justement notre programme d'intervention sur l'établissement? On a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, il nous manque une psychomotricienne, malheureusement. Mais ce qui nous permet de faire vraiment différentes évaluations formelles. On a une équipe qui est formée aux différents tests et qui se forme régulièrement. Donc, on a tout ce qui est bilan orthophonique, évaluation sociale, bilan infirmier, dossier médical, bilan motricité, pédagogique, sont les enseignantes spécialisées, et bilan éducatif. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons créé un site, un kit, pour pouvoir évaluer les enfants, puisqu'on voit bien que le programme aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'ils sont en capacité de faire ou autre. Donc c'est vraiment des choses qui sont très adaptées.
Une fois que toutes ces évaluations sont faites, on se retrouve en réunion de synthèse où on échange, on valide ensemble les objectifs du projet personnalisé avec les moyens, les échéanciers, et on propose un programme d'intervention, un projet personnalisé. Ce programme, on le propose aux parents et on le propose, quand les jeunes sont en capacité de comprendre, aux jeunes adultes, par exemple, on leur propose aussi leur programme. De là découle un planning individuel. On travaille sur 7 domaines fonctionnels dans le PP. Donc on a toute la partie, ça on n'a rien inventé, hein. C'est la haute autorité de santé, c'est les recommandations de bonnes pratiques. Sur les domaines fonctionnels des projets personnalisés, on travaille sur le domaine de l'autonomie quotidienne, sur le domaine de la communication, pour certains pré-professionnels, cognition pédagogique, jeux, loisirs, interaction sociale, et le comportement. J'en ai oublié un, je ne le vois plus. Hop. Psychomotricité, motricité. Voilà. Et sensorialité. Voilà comment ça se présente un projet personnalisé à l'ISA. Donc en fait c'est très structuré. On a toute une partie sur les objectifs, les consignes, la guidance. Est-ce que c'est une guidance physique, gestuelle, par imitation? Est-ce qu'on utilise un support visuel? Est-ce que, quel matériel, quelle technique d'enseignement on va mettre en place? Le critère de maîtrise et de généralisation et l'échéancier. Voilà. Comme disait Mélanie tout à l'heure, l'ISA, c'est un établissement où on est avant tout, on est sur un fonctionnement comportementaliste. Donc on est dans l'éducatif, effectivement il y a aussi du soin, mais on ne favorise pas une méthode plus qu'une autre. On a une boîte à outils et on pioche. Voilà, selon les évaluations, selon le profil des enfants, ça peut être un atelier pré-professionnel, de l'équithérapie, de l'orthophonie, suivi social. Voilà. Une boîte à outils. Le planning personnalisé d'un enfant, voilà, on voit que c'est quand même très structuré. L'enfant, il va à l'école, en accueil de jour, il peut bénéficier de l'orthophoniste, il peut bénéficier d'une prise en charge avec la psychomotricienne, une prise en charge avec l'enseignante, et ça change régulièrement. Vas-y. Là, par exemple, il y a le mot marche. C'est une petite sortie. Ils font une sortie dans le quartier. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais en fait, on a plein d'enfants qui ne font pas attention ou qui se mettent en danger. Et donc, les parents n'osent pas sortir. Et en fait, tout ça, c'est travailler avec les éducatrices qui permet ensuite aux parents de pouvoir sortir plus sereinement au parc, faire des balades, etc. Donc, ça paraît un peu atypique, mais c'est vraiment essentiel dans le quotidien en fait, des familles. Ce planning personnalisé se fait aussi en concertation avec les parents, puisqu'à la fin du projet, on a les attentes des familles. Et parfois, là, on est surpris parce qu'il y a des tirets, il y a beaucoup d'attentes. Donc, on le fait aussi en fonction de la demande. Nous avons aussi à l'ISA un pôle parentalité. Donc c'est on va dire, une médiation qui fonctionne en transversalité sur les différents services. Ce projet a été élaboré par les thérapeutes. Il repose sur trois axes. Le but, c'est vraiment de renforcer des liens entre les parents, les professionnels et les professionnels de l'ISA, et aussi les parents entre eux. Ça, c'est important. Il y a régulièrement, à peu près 4-5 fois dans l'année, des soirées parents sur des thématiques, soit que les parents ont choisi. La dernière, c'était sur les représentants, c'était sur le regard des autres. Voilà, le regard des autres. Ça peut être sur la vie affective, la sexualité, les troubles alimentaires. Voilà, franchement, l'équipe est ouverte à toute demande. Ça se passe en soirée sur l'Institut, en règle générale de 18h à 20h30. Et c'est vraiment très, très apprécié par les familles qui se retrouvent et qui échangent entre elles. On a aussi dans ce pôle parentalité tout ce qui est l'accompagnement des fratries, parce qu'il ne faut pas les oublier, les frères et sœurs, c'est indispensable de pouvoir les soutenir et puis d'échanger avec eux. L'accompagnement aussi sur la compréhension, tu le disais tout à l'heure Mélanie, du fonctionnement de l'enfant,
Donc là, tout ce qui est les restitutions de bilan se font aussi avec les parents. Comment aussi on le fait fonctionner pour la parentalité? Eh ben, c'est sur des outils de transmission. C'est indispensable. Chaque jeune a un classeur de transmission, c'est-à-dire que quand il vient une journée à l'ISA, les parents ouvrent le classeur, ils savent comment la journée s'est passée. Et ça, c'est important de pouvoir savoir ce que son enfant a fait, les rencontres, les visites à domicile, et puis l'outil indispensable qui est le projet personnalisé. Le centre de formation de l'ISA, donc on a 4 professionnels qui ont un agrément de la DFPC, la psychologue, les 3 enseignantes spécialisées et là prochainement une éducatrice spécialisée. Donc on fait des formations à destination des auxiliaires de vie sociale, auxiliaires de vie scolaire, pour l'IFPSS aussi, pour la formation de moniteurs éducateurs, les enseignantes spécialisées. On est de plus en plus sollicité justement parce que il y a de plus en plus d'enfants, je pense, qui sont accompagnés, qui sont diagnostiqués avec un TSA. On est sur des protocoles individuels de formation adaptés. Donc on peut proposer des formations pour les chauffeurs de TRP, aussi sur l'adaptation des outils pédagogiques pour les enseignants spécialisés, sur la structuration de l'environnement, sur la gestion des troubles du comportement. Vraiment, on s'adapte à la demande de nos partenaires. Moi, ce que je peux dire par rapport à ce centre de formation, on a vu vraiment une évolution dans les pratiques des auxiliaires de vie. Là, elles sollicitent régulièrement les prestataires et elles reviennent nous voir par la suite aussi pour dire, ben voilà, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin que vous m'accompagniez dans telle ou telle démarche. Et c'est vraiment un plus pour l'accompagnement global du jeune. Merci pour votre attention.